Bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette magnifique masterclass dédiée à un sujet extrêmement important en ce moment, c'est la génération Z. Les jeunes consommateurs, c'est sans doute notre salut pour l'avenir. C'est important pour moi parce qu'effectivement, c'est aussi mon quotidien de parler aux jeunes du vin, de leur parler aussi de notre beau métier, de votre beau métier aussi de vigneron et de notre métier de prescripteur. Et la question d'aujourd'hui, c'est comment réconcilier la jeune génération avec le vin. Alors si vous êtes ici et que vous êtes jeune, vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes déjà évangélisé, mais croyez-moi, dans le paysage français, c'est compliqué. On a évidemment une déconsommation qui s'installe partout, donc c'est assez préoccupant. On consomme moins, mais rassurez-vous, des clés existent, des clés même très pratiques, de la production du vigneron jusqu'à nous, prescripteurs, le dernier rempart avant l'ouverture du bouchon par le consommateur, qu'on soit caviste ou sommelier. Eh bien, il y a du travail à faire, mais surtout, il y a la lumière au bout du tunnel, et croyez-moi, on peut y arriver, on va y arriver. Il y a quelques petites règles que je vais vous soumettre à chaque fois. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un constat de mes relations avec les jeunes dans les restaurants, dans mon magasin à Paris, dans ma cave, ou dans mon bar à vin Grappille aussi à Paris. Et à chaque fois, je rencontre ces jeunes, ou même dans les salons, ou même complètement ailleurs, dans des situations différentes, sur des événements sportifs ou autres, où je rencontre des jeunes, on parle un peu de vin. Et c'est extrêmement intéressant. On va tout de suite débuter. Donc on a ces 45 minutes ensemble de théorie, je dirais. Et ensuite, j'ai choisi pour vous, sur les vignerons exposants à Millésime Bio, 6 vins qui incarnent un petit peu le style des vins de demain, en tout cas le style des vins préférés de nos jeunes. Encore une fois, je ne suis pas là pour imposer un goût. Ça, c'est la pire chose pour un sommelier, c'est de dire ce que vous devez boire. Non, pas du tout. Vous buvez ce que vous aimez. Ça, c'est le plus important. Mais il y a une stylistique qui commence à s'installer. Et je vois qu'il y a une récurrence quand même qui s'installe auprès des jeunes. Et là, c'est un petit échantillon. J'ai pris un petit peu ces échantillons-là pour vous montrer un peu le style. C'est parti, à la conquête des jeunes, à défaut d'autre chose. Alors d'abord, qui sont-ils ? La génération Z, comme on l'entend, c'est très, alors pas réglementé, mais en tout cas, il y a une tranche d'âge. C'est de 14 ans à 19 ans, ce sont la génération Z, c'est eux. Alors les 14 ne nous concernent pas, mais en tout cas, c'est aussi la génération Z. Le principal secteur d'activité sont tous étudiants, principalement entre 19 et 25 ans, c'est la génération Z. Et les autres sont des jeunes professionnels, de 26 à 29 ans. Début de carrière, sortie d'études, et là on commence à s'intéresser aussi au vin, c'est les premiers pas dans l'âge adulte, même si la loi française nous dit 18 ans, on est bien d'accord qu'on est adulte réellement bien plus tard. Même moi à 41, je ne suis pas tout à fait un adulte. Je plaisante. Mais dans 15 ans, ces jeunes d'aujourd'hui auront quasiment la quarantaine. Et donc dans 15 ans, ce qui est demain, c'est eux qui auront les clés du camion. C'est eux qui auront les clés pour les achats. C'est eux qui vont acheter beaucoup de vin. C'est le début de cette génération qui va acheter énormément et qui donc va décider de l'avenir de notre industrie. On a donc 15 ans, mesdames, messieurs, montre en main, pour s'affairer vite et pour les convaincre que lorsqu'ils auront 40 ans en âge d'acheter significativement du vin, là on sera rassuré. Mais effectivement, ces jeunes me posent question et surtout m'intéressent énormément. Au restaurant Nonos de Paul Perret, qui est au Crillon, on a un super steak frites à 28 €. On a des verres de vin à 9 €. Pour un palace, c'est pas si mal. Et donc, on a une clientèle de jeunes qui vient très souvent. Et pas plus tard qu'il y a 6 mois, je vois donc 2 jeunes, je dirais 21 et 22 ans, qui viennent déjeuner chez nous. Et sur l'entrée, ils avaient 2 cocktails. Je devinais à peu près le premier date. Ils se connaissaient peu, mais voilà, j'avais compris un peu le concept du non, c'était un dîner, pardon, du dîner. Et puis, je vois 2 cocktails sur l'entrée. Mon sommelier me dit, tiens, cette table-là, les 2 jeunes, plat d'après, c'est une magnifique pièce de viande, etc. Ils n'ont pas pris de vin. Je dis, laisse-moi faire, j'irai les voir. Je m'approche d'eux à l'entreplat et je leur dis, est-ce qu'un verre de vin rouge vous ferait plaisir pour votre magnifique pièce de bœuf ? La réponse du garçon était nette et directe. Il dit, monsieur, quand même,
Le vin, c'est pour le papa et le grand-père, c'est pas pour nous. Mais finalement, sa phrase si spontanée, il a raison, parce que s'il le pense, c'est qu'il a raison, c'est sa pensée à lui. Donc je ne peux pas le contredire, c'était tellement spontané. J'ai dit, ah bon, mais... alors je le vous vois, hein, c'est un client, j'aurais pu dire tu, mais je le vois, mais vous savez, au Vert en ce moment, j'ai une vigneronne qui a 27 ans, qui est une vigneronne fabuleuse du Roussillon, et elle fait un carignan super, ça sent la fraise et la framboise écrasée. Il me dit, ah bon? Ben, je lui dis, regardez, je vous fais goûter, tous les deux, et vous allez voir. Il sent, il me dit, oh, c'est vrai, ça sent la fraise et la framboise écrasée, c'est fou. Puis je dis, oui, ça aussi, c'est intéressant, c'est traduire des émotions dans un verre. Et parce qu'elle a 27 ans, lui, il s'est un peu projeté, il avait que 50 plus que lui. Il s'est dit, OK, on va prendre 2 verres. J'ai dit, vous allez faire une chose intéressante. Vous allez prendre le morceau de bœuf, le mâcher avec le gros sel, le garder en bouche et mettre ce magnifique carignan juteux en bouche en même temps. Ça fera la sauce. Ça l'a beaucoup fait rire. Et donc, je sers les 2 verres et je l'observe un peu au loin. Je vois le bœuf qui arrive, etc. Et puis, il m'écoute et il met le bœuf en bouche. Et là, je le vois, il mâche, il prend le verre. Et là, regarde sa copine, il était les yeux écarquillés, il était hyper content. Il m'a dit, j'ai appris quelque chose. Mais vous vous rendez compte, l'énergie que ça m'a pris pour 2 verres. Mais au moins, le pied est mis à l'étrier. Donc, je dirais d'un a priori qu'il avait, il est ressorti convaincu et surtout, il a été touché. Il a eu une émotion, il a compris l'émotion de la rencontre entre ce bœuf et ce carignan, qui était magique. Et les 2 verres, je vous garantis, les 2 verres étaient vides avant la fin du plat. Donc ça aussi, c'est un signe très intéressant. Ce carignan n'était pas tout à fait au hasard, on en reparlera tout à l'heure. Alors bien sûr, quels sont les concurrents du vin pour cette génération Z? Il y en a plusieurs. La bière. Pourquoi? Parce que la bière, c'est facile à comprendre, c'est lisible, et sans goûter, on est capable d'imaginer le goût. Regardez, nous sommes tous dans un rayon de supermarché. Moi, j'adore aller au Leclerc le week-end, rester planté là et regarder les gens. C'est génial. Parce que dans le rayon du vin, ils n'y comprennent strictement rien. Alors ça me fait presque de la peine, j'ai envie d'intervenir. Mais ils sont paumés, ils sont complètement perdus. Il y a trop de vin, il y a trop d'étiquettes, il y a trop de prix, tout est mélangé, c'est très compliqué. En revanche, dans la bière, les gens s'arrêtent, passent devant, blanche, brune, ambrée, c'est facile, blonde, vous savez quel est le goût avant de toucher la bouteille, avant de l'ouvrir. On sait qu'une blanche, c'est une blanche, une blonde, c'est une blonde, une ambrée, c'est ambrée. Donc on a à peu près l'idée. Le temps de passage des clients devant le rayon de la bière, c'est 15-20 secondes maximum. En 20 secondes, ils savent. Un peu plus si c'est des bières d'artisans. Mais très sincèrement, ça va très vite et ils prennent et mettent dans le caddie. Dans le vin, c'est beaucoup plus compliqué, ça dure très longtemps. Et au final, ils prennent l'étiquette la plus jolie et le prix à peu près correct. Mais c'est très compliqué. Donc il y a une chance sur 2, si c'est pas plus, que le client qui choisit une bouteille dans le rayon soit déçu parce que s'il aime les vins rouges puissants et qu'il a choisi un Gamay ou un gros lot de la Loire, forcément il va être déçu. Mais si c'est l'inverse, c'est pareil. Donc c'est très compliqué. L'autre grand concurrent, vous l'avez vu chez Paul Perret au Crillon, c'est le cocktail qui est très tendance, très trendy. Ça s'invite maintenant à table avec des belles gastronomies. Ça marche et ça fait bien. C'est tendance. Là, en l'occurrence, dans ce premier date, c'était sympa parce qu'il a montré à mademoiselle qu'il était tendance, ce jeune. Mais pour nous, c'est dur. Et bien sûr, les spiritueux, qui est un des concurrents, mais qui, je considère, est quand même un autre moment de dégustation. Les 3 prennent des parts de marché au vin de façon considérable. Je pense aux spiritueux, je pense au gin, qui est vraiment la grande star des spiritueux, gin vodka, qui est extrêmement popularisé chez les jeunes. Mais n'oublions pas que le vin n'arrive que derrière ces 3 catégories. Et là, on est en 4e position. Je parle du vin blanc, du vin rosé. Le vin rouge est bien plus loin, vous le savez très bien. Donc effectivement, ces 3-là sont un petit peu la concurrence de la génération Z. Mais attention, malgré que nous ne soyons que 4e derrière ces 3-là, eh bien, même la bière commence un tout petit peu à être fragilisée et à baisser un peu en consommation, mais il reste devant, c'est certain. Alors bien sûr, ces jeunes, ils ont des codes de consommation. Ça, c'est extrêmement important. D'abord, règle numéro 1, ils boivent moins mais mieux. Ça, c'est évident. On est sur une génération qui a changé, même la mienne à l'époque. On buvait plus, mais moins bien.
Là, non, c'est complètement l'inverse. C'est assez intéressant. Ils sont attentifs à plusieurs choses. Ils sont très sensibles à la nature. C'est aussi une génération qui est, là c'est intéressant, très protecteur de la nature, qui sont très sensibles à ça. Parfois, j'ai des jeunes que je croise qui sont très hygiénistes. C'est-à-dire que le vin est un poison, l'alcool est un poison. Néanmoins, au passage, je leur dis avec subtilité que la consommation de drogue chez les jeunes n'a jamais été aussi haute. Donc, bon, vous voyez. Mais quand même, si vous les écoutez, l'alcool, pour certains, est un poison. Ça, c'est important. Donc, ils sont attentifs à la nature. Malgré tout, ils sont attentifs à l'authenticité du lieu. Ils sont attentifs aussi à une expérience vécue. Qu'est-ce que ce moment va pouvoir m'amener? Qu'est-ce que ce vin va pouvoir m'amener? Et finalement, à quoi ça sert de boire ça? Donc bien sûr, un vin ou une marque doit servir à quelque chose, une émotion, un moment vécu, un souvenir qui va être créé. Ça, ils sont assez attentifs à ça. C'est un très très bon point. Ils vont dire, d'accord, je veux boire ce vin, mais en gros, pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et donc là, c'est à nous d'aller chercher ces mots d'expérience. Et vous allez voir, c'est assez facile, entre guillemets, à contextualiser. Quand vous dites qu'ils consomment moins mais mieux, vous parlez des jeunes professionnels? Des jeunes en général, hein, parce que ces jeunes en général, dans toutes les boissons, par exemple en bière, vont privilégier plutôt l'artisan à la Kronenbourg, vous voyez, vont à chaque fois aller chercher un petit peu mieux. Ça, c'est vraiment ce qu'on remarque de plus en plus le craft, donc l'authentique, l'artisan, que l'industriel, dans tous les secteurs. Vous voyez, un jean, ils vont adorer, plutôt que d'aller chercher un jean régulier, le London Dry Gin Gordon, hein, dans toutes les grandes surfaces, ils vont privilégier un artisan ou une maison un peu plus craft. Ça, c'est extrêmement important. Ils aiment cette authenticité. Les codes de consommation, extrêmement intéressants, leurs réflexes concrets, ils décident très vite. C'est une décision et un choix qui est rapide, c'est influencé par une recommandation vue par Instagram sur des contenus, par des amis. Tiens, j'ai écouté ça, tu devrais écouter ça. Ok, go. Ils décident très très vite, ce qui est bien et pas bien. Les formats courts, les vidéos, les stories, les reels Instagram, ça marche extrêmement bien parce que c'est court, concis, il n'y a pas de long discours et ça fait envie tout de suite. Là, la décision est cash. À l'époque, nous, on était devant le magasin, on attendait un peu plus longtemps, on se décidait, oui, non, oui, non. Là, non, eux ont une décision très très cash. Ils sont très méfiants envers la publicité classique, les discours trop experts, et les codes élitistes. Ça, c'est trois choses qui sont vraiment écartées. Pas partout, mais en tout cas de plus en plus, parce que c'est trop compliqué. En revanche, ils ont une attirance pour les marques incarnées. Pour vous, les vignerons, à visage humain. Très important de rattacher un moment, une dégustation à un visage. C'est plus efficace, on va dire. Le storytelling personnel du vigneron. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Ou personnel de la cuvée. Parce que cette cuvée est faite comme ci, comme ça. Là, il y a un intérêt, il y a une histoire personnelle. Et bien sûr, la transparence sur le prix, l'origine, la traçabilité, la sécurité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, dans nos codes de communication du vin, n'oublions pas parfois de parler aussi du vigneron. J'ai toujours cet étonnement, mais après, je comprends, c'est des métiers différents, mais les vignerons et la filière sont extrêmement forts du raisin, même de la terre, du raisin à la pose du bouchon. Puis c'est un travail que je ne pourrais même pas faire moi-même. En revanche, dès que le bouchon est posé, parfois on assiste à un décalage entre l'exigence du vigneron à la production et la distribution. Le message s'arrête. Et il n'arrive pas jusqu'au consommateur. Donc il y a un trou entre la propriété et celui qui boit le vin. Celui qui boit le vin n'a pas toujours toute l'histoire. C'est pour ça que je crois que derrière, en contre-étiquette, il faut écrire non pas « s'accorde avec des volailles » ou je ne sais quoi, où l'accord est souvent une fois sur deux entre nous moyen, voire pas bon, mais plutôt mettre une phrase ou deux phrases écrites en gros « ça c'est mon histoire, ça c'est moi ». Vous voyez, c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus riche de découvertes, et pour nous, c'est un pied à l'étrier qui est fabuleux. Donc quelques informations très claires, l'encépagement pourquoi pas bien sûr, mais tout ce qui est température de service, accord, etc., ce qu'on trouve parfois, ça, il faut l'enlever, il faut éclaircir ça. C'est normalement le prescripteur qui le fait, le caviste ou le sommelier ou le distributeur. Mais ce n'est pas au vigneron de le marquer. L'argent et la consommation.
Bien sûr que l'on sait que c'est un pouvoir d'achat qui est contraint avec sa génération Z. Ils acceptent par contre de payer un peu plus cher si c'est en accord avec leurs valeurs. Si c'est bio, il n'y a pas de problème, ils sont prêts à payer un peu plus cher. Moi, dans mon magasin, je vois régulièrement, si j'ai le choix entre deux vignerons, un qui n'affiche pas la feuille verte, même s'il est un peu raisonné, et l'autre qui affiche la feuille verte, je peux vous garantir que systématiquement, la bouteille avec la feuille verte est prise. Également dans les vins au verre que j'ai fait au crayon il y a quelques temps, je m'étais amusé. Sur les 10 vins au verre, j'avais mis des feuilles vertes à la fin de l'appellation. J'avais fait un copier-coller sur Google, sur ma carte des vins, et j'ai mis des feuilles vertes sur 5 d'entre elles, qui étaient les 5 références certifiées. Et bien, vous ne me croirez peut-être pas, mais les 5 certifiés avec la feuille sont partis tout de suite. Il y a un pouvoir rassurant avec cette feuille verte ou ce label affiché qui est un outil commercial magnifique. Et ça, les jeunes sont prêts à payer plus cher parce qu'il y a un effort de main tendue vers la nature. Et bien sûr, ça c'est toujours assez intéressant, ils achètent moins souvent, mais veulent avoir raison quand ils achètent. Surtout vis-à-vis des amis. « Oh, mais t'as acheté du vin, mais c'est de l'alcool, mais qu'est-ce que tu fais ?» Oui, mais regardez, c'est un respect de la nature, protection des sols, etc. Blablabla. En tout cas, lui, il a son argument pour dire « Je veux avoir raison quand j'achète ça ». Il faut toujours donner raison au consommateur. Très important. Ça, on a tendance aussi un peu à l'oublier. Le consommateur, quoi qu'il dise, a raison, parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui boit, c'est lui qui paye. Donc s'il aime les huîtres avec le Madiran, eh ben pourquoi pas. Rien que de vous le dire, ça me fait mal. Mais bon, pourquoi pas. Et ça, des situations comme ça, on en voit dans les restaurants de temps en temps. Mais moi, ça me va, parce qu'à la limite, s'il est content, ça veut dire qu'il a un intérêt au vin. L'autre, et là, ne sautez pas de votre chaise, mais c'est pas faux, si le consommateur veut mettre des glaçons dans son vin ou dans son liquoreux, eh ben soit. Ça a mis du temps pour moi de l'admettre, mais je préfère 1000 fois voir ça que voir un sommelier qui refuse de servir sous prétexte qu'il y a des glaçons. Et peut-être qu'un jour, ce consommateur va se rendre compte que sans les glaçons, c'est bien meilleur. Mais au moins, il aura fait d'abord, je parle surtout de Sauternes, de ces liquoreux, parce que ça m'arrive souvent de voir ça. Ça me fend le cœur. Mais effectivement, j'ai vu aussi ce chemin de consommation des gens et de ne pas les braquer. Alors, je ne le fais pas physiquement. J'apporte le glaçon, mais je ne suis pas responsable de mettre le glaçon dans le verre, quand même. Mais je vois qu'il y a du plaisir. Ils adorent ça. J'ai dit, mais attendez, est-ce qu'il ne faut pas que je serve plus frais, etc. la prochaine fois, quand c'est des habitués. Donc, j'ai mis au chiller. Je ne sais pas, vous connaissez les chillers, c'est le micro-ondes du froid pour les restaurateurs. Donc, j'ai mis ma bouteille de Sauternes bien froid. J'ai dit, bon, tant pis. Et là, je me suis regardé, je vous fais goûter bien froid. Ah, il me dit, c'est parfait. Mais je dis, ouais, vous l'avez apprécié sans glaçon. On me dit, c'est vrai. Donc, il y a un pas qui est fait. Mais au moins, ce monsieur me boit des Sauternes. Est-ce que j'ai pas intérêt à ne pas le braquer tout de suite, à accepter ça et de progressivement commencer un chemin d'éducation, plutôt que de dire, non, monsieur, on fait pas ça ici, ne prenez pas de Sauternes. C'est des choses que j'ai entendues aussi. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu diffusé entre nos traditions qu'on défend tous et la modernité qu'on doit accepter. Encore une fois, c'est eux qui payent, c'est pas nous. Leur rapport avec l'alcool, très intéressant. Là, on observe une rupture générationnelle. Ils boivent moins que les générations d'avant. Ils commencent un peu plus tard, plutôt autour de la vingtaine que 17 ans. Ils dissocient, ça c'est hyper important, l'alcool de la fête. C'est-à-dire que l'alcool n'est plus un passage obligé pour une fête réussie. Nous, à l'époque, l'alcool était synonyme de réussite de fête. Si on boit beaucoup, s'ils sont tous couchés par terre, la fête est réussie. Suivez mon regard. Non, pardon Camille. Mais en revanche, aujourd'hui, c'est plus le cas. Une fête réussie n'est pas synonyme, et moi j'étais assez surpris, alors ça existe toujours, je vous rassure, mais un peu moins qu'avant. On estime qu'une fête réussie, ça peut être une fête sobre. Et ça, c'est assez nouveau. Donc on n'a plus, donc c'est ce qui fait aussi la déconsommation de la bière, un tout petit peu. On note les chiffres 2025 sont un petit peu pessimistes sur la bière parce qu'on boit un peu moins qu'avant. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, dans les campus, j'étais à l'ESSEC il n'y a pas si longtemps, grande école de commerce. Sincèrement, ils étaient 900. Sur le lot, j'avais un groupe de 50 qui était très fêtard, mais le reste, pas tant que ça, en réalité. Pas tant que ça. Et les profs et la vie étudiante de l'ESSEC me confirmaient qu'il y a moins de consommation d'alcool qu'avant,
alors que c'est autorisé. Ce sont des étudiants majeurs, c'est l'ESSEC, qui ne sont pas non plus idiots. Mais même avec l'autorisation, ça se fait moins qu'avant. Et donc, le personnel enseignant et encadrant me dit on a moins besoin d'intervenir sur l'alcool parce que ça consomme un peu moins. Il y a toujours ce noyau dur qui existe, mais pas tant que ça. Ce qu'ils rejettent, l'ivresse valorisée, la pression sociale pour boire, le discours plaisir égale quantité et l'image de beuverie. Ça marche plus. Ça marche plus parce que c'est pas des codes aussi qui nous valorisent nous et c'est pas ce qu'ils aiment eux dans l'alcool. En revanche, ils associent ça, à un manque de contrôle sur eux-mêmes, à perte d'identité et perte d'image sociale. Extrêmement important. Perdre le contrôle aujourd'hui, c'est pas bien, c'est mal vécu, c'est mal vu. Nous, ça nous faisait rire à l'époque. Aujourd'hui, je remarque qu'auprès des jeunes, ça passe un peu moins. En revanche, et ça, c'est un peu plus réjouissant, ce qu'ils acceptent et aiment, c'est des moments précis de repas, de partage entre amis. Ça, c'est très important. Ils apprécient les faibles degrés d'alcool en petite quantité, mais plus souvent. Ils alternent beaucoup alcool et sans alcool. C'est-à-dire que les vins à 11, 11,5, 12, 12,5 sont beaucoup plus populaires que les 13, 14, 15. Et croyez-moi, ils font attention à ça. À chaque fois que j'ai dans mon magasin des jeunes qui regardent l'étiquette, combien de degrés? Même si le degré n'a pas vraiment de rapport avec l'alcool perçu en bouche, on est bien d'accord avec ça, mais quand même, c'est un réflexe. Et parce que c'est 11, ok, je l'apprends. Très intéressant. Donc, ils veulent rester maîtres de leur corps, de leur image et du lendemain. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est une chose que moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était à ce point développé, mais c'est vrai. Donc, boire moins d'alcool, mais plus répété. Ça, c'est intéressant. Plus digeste. Mais ça, on y reviendra. Pourquoi le vin peut les bloquer? Eh bien, c'est une image trop compliquée et trop codifiée, le vin. Nous sommes une boisson bien trop complexe. On l'a vu avec nos amis de Leclerc, nos clients de Leclerc qui sont complètement perdus dans ce rayon. C'est trop compliqué. Le discours pour les jeunes est jugé prétentieux, masculin et vieillissant. C'est pas moi qui le dis, c'est le retour d'expérience que j'ai et mon analyse par rapport à ça. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Peut-être. Ils ont peur de ne pas savoir. Le fait de ne pas savoir exclut. Je connais rien au vin, donc je ne m'y intéresse pas. C'est trop compliqué, je ne m'intéresse pas. Je prends de la bière, c'est plus simple. Et le problème n'est pas le produit, c'est pas le vin, parce qu'ils aiment le vin en soi, c'est le langage qui va autour. On a rendu ça trop compliqué, et la faute certainement à nous, les sommeliers, pendant des années. Moi, j'ai rencontré des sommeliers, ils m'ont vendu du vin dans un restaurant. Le vocabulaire utilisé, je ne suis même pas certain qu'eux se comprennent eux-mêmes. On est d'accord avec ça. Et donc, on a glorifié cette espèce de discours incompréhensible sur le vin. Et le client dit « Ah bah c'est tellement beau ce qu'il raconte, c'est certainement vrai. » Mais en fait, il n'en sait rien. Et c'est ça qui nous a plongé dans un éloignement des Français pour le vin. Notre discours a été beaucoup trop alambiqué, beaucoup trop compliqué. Le vin n'est pas si compliqué que ça, au final. C'est une boisson très ancestrale, très historique. On a des millénaires derrière nous. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, en 2026, tout s'effondre. Je rappelle que le vin a passé la Révolution française, 2 guerres mondiales. Bon, quand même pas les dinosaures, faut pas exagérer. Mais en tout cas, a passé des événements très très durs, beaucoup plus durs que maintenant. Et le vin est toujours là. Donc finalement, c'est pas tant le goût qui gêne, c'est la valeur perçue. Et parce que ça devient trop élitiste, les jeunes se disent non, c'est trop compliqué, je verrai ça quand j'aurai 40 ans. Sauf que quand tu auras 40 ans, tu n'auras pas eu l'éducation que nous, on a eue avec le vin, et ils vont arriver novices ou peu ou pas intéressés par le vin parce qu'ils ne l'ont pas eu dans leur champ des possibles. Ça, c'est le danger. Comment leur parler efficacement du vin? Ce qu'il faut absolument éviter aujourd'hui avec les jeunes, c'est le vocabulaire technique. Tanin soyeux, la robe, l'élevage. Ça, c'est entre nous, ça. Le discours complexe qui vient d'un expert. Ça, ils n'aiment pas tellement non plus. Trop complexe. Il faut aimer le vin pour le comprendre. Tout ça les exclut. Parce que il faut toujours rester dans la simplicité, la diffusion du savoir. En revanche, ce qui marche vraiment, parler d'émotion, pas de technique. La barrique de Tronchet ou la barrique d'ailleurs, ça, ils s'en fichent.
La taille courte, la taille longue, il s'en fiche. L'encépagement précis au pourcentage près, il s'en fiche. Donc il faut être très clair, il faut être dans l'émotion. Et au lieu de dire un vin complexe avec des tanins soyeux et délicats, une superbe allonge et une grande complexité, il faut dire un très joli vin pour un dîner entre amis qui ne fatigue pas, qui se boit facilement. Je dis la même chose en fait. Le vin, c'est le même, sauf que j'ai un vocabulaire qui est très différent. Je contextualise le moment de dégustation, dîner entre amis, ok, je me projette, qui ne fatigue pas, qui se boit facilement. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Parce que dire que ce sont la fraise ou la framboise, ça c'est une perception très personnelle. Et puis surtout, un exemple, moi je suis insensible au clou de girofle. Je ne sens pas le clou de girofle. Il y a 7% de la population qui est comme ça, peut-être d'autres dans la salle, mais je ne sens pas. Donc si on me dit clou de girofle, je ne sais pas ce que c'est, parce que je n'ai pas le goût dans mon référentiel. Tout comme j'ai aussi un degré de perception de l'abricot qui est très très mauvais. Je le sens si vraiment j'en ai un en compote, mais je vois, et encore j'ai un peu de mal. Donc dire que c'est la fraise ou la framboise, on est tous différents par rapport aux arômes perçus. Certains d'entre vous sentent facilement la fraise, d'autres pas facilement, et vice-versa. Donc on ne peut pas imposer un arôme. Je ne parle jamais d'arôme, moi je parle toujours de moment de dégustation. Ça c'est important. Et il faut toujours donc, comme je l'évoquais, rattacher le vin à un moment. Il ne consomme pas un produit, il consomme un usage. Un exemple, vin de fin d'après-midi, vin de discussion, vin du premier rendez-vous, le vin qui accompagne une playlist. Le vin devient donc un outil social. Ça, c'est très différent. On ne parle plus d'accord mets et vin, on parle d'accord mets et moment. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. C'est un objet culturel qui n'est plus intimidant, mais qui devient un peu plus attractif. Là, on se dit, OK, j'ai besoin de ce genre de vin pour tel moment. Le vin qui impressionne, voyez, le vin de barbecue, le vin d'été, le vin d'hiver. Pourquoi d'hiver? Parce qu'il est réconfortant, il est puissant, il est tannique. Pourquoi le vin d'été? Parce qu'il est frais, il est élancé, il est digeste, rafraîchissant. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Et bien sûr, le plus important, il faut dédramatiser totalement. Le message clé, tu n'as pas besoin de t'y connaître pour apprécier. Ça, c'est important. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans le vin. Il y a ta réponse qui est le plus important. Et surtout, si tu aimes, c'est que c'est bon. De quoi tu as besoin d'autre comme validation, si ce n'est ta propre validation? Sauf qu'on a toujours une recherche de validation de l'extérieur. Est-ce que c'est vraiment bon? Ben non, pose-toi la question à toi. Ça me fait penser à mes équipes de sommeliers au Crillon, où j'en ai un qui vient de Lille et l'autre de Narbonne. On peut dire qu'en termes de culture, c'est le choc. Hein. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Néanmoins, celui qui vient de Narbonne avait toujours ces arômes de garrigue, de légumes du soleil, de fruits gorgés de soleil. Et celui de Lille avait toujours ce côté un peu terril et chicoré. Hein. C'était un peu moins sexy. Et donc, lorsque le vin était au nez, les deux avaient deux perceptions radicalement différentes. Ils ne sentaient pas du tout la même chose. Mais en conclusion, ils arrivaient à la même conclusion à chaque fois. Donc c'est fascinant de voir qu'un modèle de dégustation est propre à chaque individu. Et que même si on pense que la Syrah sent le poivre, c'est en partie vrai quand même, mais si on ne le sent pas, c'est pas grave, parce que si votre repère est sur autre chose, ben soit, c'est parfait. Mais on n'est pas obligé que ça sente le poivre, vous voyez. Donc toujours, ces notes de dégustation doivent être modifiées aujourd'hui, parce que ça oblige les gens à sentir ce que vous dites. Et donc, c'est que là où il y a un décrochage complet. Mais si je ne sens pas ça, c'est que je suis mauvais. Donc le vin n'est pas fait pour moi. Donc je change. Je prends une bière. Donc d'imposer des arômes, c'est déjà en fait une mauvaise idée. Moi, je parle toujours de discours beaucoup plus ouverts. On n'impose rien, on suggère. Réduire aussi cette sacralisation. Montrer qu'un grand vin, ça peut être simple, fun et imparfait. Ça existe, évidemment. Il faut assumer, nous, pros, les vins frais, les bulles, les vins légers et les formats accessibles. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, cette famille de vins est fabuleuse parce qu'elle est très attractive. On verra tout à l'heure un peu plus. Mais ils préfèrent un vin vivant à un vin respectable. Alors, ce côté vivant, je sais qu'il peut être discutable avec le sans-soufre ou autre, c'est pas ce que j'évoque. C'est un vin qui est beau dans son imperfection parfois. Et ça, c'est la légère réduction magnifique qui sublime le vin, ça c'est beau. Dès qu'il y a de l'émotion, pas parce que c'est techniquement parfait que c'est forcément émouvant.
ça peut être hermétique de par sa propre technique. Donc l'imperfection d'un vin, parfois, peut le rendre exceptionnel. Et ça, les jeunes, ils sont très, très, très sensibles. Et il faut surtout, c'est notre métier à tous ici, humaniser à l'extrême. Ils veulent voir une personne, une histoire vécue, un parcours, des doutes. Ils aiment les parcours dramatiques, parfois. Ça amène aussi un peu de piment dans l'expérience. C'est l'humain avant le vignoble. D'ailleurs, quand j'annonce un vin, Gigondas, le Haut-de-Garrigue, 2020, domaine Santaduc, de Monsieur Gras. Je dis le nom de famille du vigneron. Ou lorsque j'ai un nom de domaine, Anjou, 2015, l'effusion de Monsieur Patrick Baudouin. Pas du domaine Patrick Baudouin, de Monsieur Patrick Baudouin. Et croyez-moi, dans notre discours, c'est un petit détail. Hein. C'est pas un domaine, c'est un monsieur. Ah d'accord. Ou madame d'ailleurs. Madame Marjorie Gallet du Roc des Anges. Ah oui, c'est une dame. Oui, c'est une dame. Et pap, on enchaîne sur 2-3 petites anecdotes avec elle. Ça change tout. Parce que dès que vous humanisez, ça y est, le consommateur s'accapare la bouteille beaucoup plus facilement. Ça, bien sûr, c'est d'une efficacité redoutable. Mes solutions pour demain, enfin, parce qu'il y en a quand même, rassurez-vous. Bio, respect des natures et du vivant, égal, ça rentre totalement dans le discours qui touche la génération Z. Ce qu'on vit dans ce salon, on est dans le vrai, parce que c'est extrêmement populaire. Pourquoi Millésime Bio est plus populaire et pourquoi je vois beaucoup de jeunes dans les allées? Parce que déjà, cette idée de respect de la nature plaît. Ça, c'est une question que je me pose qui est fondamentale pour vous, vignerons, producteurs, et même pour nous après. N'est-il pas mieux d'avoir dans le frigo, chez vous, à la maison, une 50 centilitres plutôt qu'une 75? La 75 n'est-elle pas trop grande? Parce qu'aujourd'hui, dans les foyers français, le consommateur du vin, c'est une personne, réellement. C'est pas forcément deux. Soit les épouses ou le mari, parfois, boit moins que vous, ou pas du tout. Les enfants ne boivent pas de vin, enfin, je pense. je préférerais. Mais donc, il n'y a qu'un seul vrai buveur de vin. Et cette bouteille est trop grande. Alors, peut-être pas chez vous ici, mais dans le frigo des Français, il reste toujours ça dans la bouteille qui traîne pendant 3 jours, 4 jours après. Donc, dans ce cas-là, je me repose la question. La 50 n'est-elle pas mieux? Moi, la 50, presque tout seul, elle ne me fait pas peur, mais en tout cas, sur 2 jours, elle me fait encore moins peur. Et même si mon épouse veut partager avec moi, c'est possible, et on la finit dans la soirée. Et on n'en parle plus. Donc, la solution, est-ce qu'il ne faut pas faire tout en 50 centilitres? Notre modèle, vous savez, à l'époque, il y avait les Riesling, ou les Edelsviker alsaciens dans les brasseries parisiennes qui étaient en litres. Ça, c'est fini, ça. Mais maintenant que ça déconsomme, moi, je suis certain que la bouteille de 50, c'est un carton plein. Pourquoi? Parce que le vin en soi, au ratio, va coûter moins cher au consommateur. Évidemment, vous allez baisser le prix de la bouteille. C'est plus facile à boire et ça impressionne moins. Je prends des 50. Si c'est moi l'idée du pot Beaujolais, qui est un peu plus petit que ça, mais quand même, ça crée une main tendue quand même. Tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant. Parce que quand même, de fois, on me dit « Ah, mais une bouteille de 75, c'est trop, monsieur. Vous n'avez pas des demi dans mon magasin ?» On me dit souvent ça. Pour info, je n'ai pas de demi dans mon magasin. Parce que je sais que c'est pas rendre forcément service au vin en lui-même. Mais par contre, si on me dit 50, je prends que ça. Que ça. Pour moi, c'est ça l'avenir. C'est ni la demi, ni la bouteille. Évidemment que pour le moment du vin, 75, c'est statutaire, c'est historique, il faut qu'on le garde pour quelques cuvées. Mais toutes les cuvées qu'on évoque, glouglou, ces cuvées faciles à boire, qui ont une espérance de vie de 2-3 ans, qu'est-ce qu'on s'embête à les mettre en 75 centilitres? Je pense qu'on freine la consommation, on bloque la consommation par ce format inconsciemment. Hein. Mais l'impact du 50, il est génial. Ça, c'est intéressant. L'avenir aussi, ce sont des cépages digèstes. Je passe de la région Languedoc, le Cinsault et Grenache en majesté. Vous connaissez peut-être ma phrase célèbre, je dis toujours « Cinsault is the new Pinot ». J'adore cette phrase, mais pourtant, c'est pas faux. C'est très digeste, très fin, c'est ça qu'il faut faire. En technique, moins de pigeage, plus de remontage, de macération carbo ou semi-carbonique sur le Carignan. Ça, c'est une vraie clé dans le Languedoc pour rendre le vin digeste. C'est le fameux vin que j'évoquais avec ce jeune
qui sont la fraise et la framboise, c'était une carbo de Carignan. Il y en a plein dans les stands, hein, donc allez-y, surtout au B2. Température de service, frais égale se consomme plus. Et regardez une chose très intéressante. Tout ce qui se consomme avec plaisir, en quantité, sort du frigo. La bière, le cidre, le poiret, le vin blanc, le champagne, tous les effervescents, tout cela sort du frigo. Donc tout ce qu'on boit facilement, c'est froid. Le vin rouge chambré, je pense que ça se boit beaucoup plus difficilement. Le corps l'accepte moins. Mais quand c'est froid, le corps l'accepte beaucoup mieux. Donc, cherchez des vins rouges un peu plus digestes, frais, et qui se servent à 14, 13, 14, ça c'est intéressant. On se dit, waouh, ça fait du bien. Mais si c'est un rouge à 20 degrés qui est resté pendant 6 mois dans la salle de restaurant, ça c'est dur à goûter. Donc il faut aussi comme solution des vins blancs frais, des vins digestes, des vins avec de la personnalité au nez, pas d'alcool perceptible, très important, inhiber l'alcool, au nez et en bouche, des rosés friands avec une âme, et des bulles accessibles et un plaisir immédiat. Ça, c'est important. On aura l'occasion de goûter ça dans quelques secondes. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que j'aime bien. Alors ça, c'est un exemple de Michel Chapoutier, avec son rouge clair et frais. Mais en fait, Michel, il a raison. Parce que Michel a parfaitement compris qu'il n'y a pas de déconsommation de vin rouge. Il y a une déconsommation de vin à température ambiante. C'est ça qui est très important. Donc ça, avec les petites billes de froid, à mon avis, c'est ça l'intérêt. Et donc, je parle de Tavel, rapidement. J'en ai parlé rapidement hier, ceux qui étaient là à la guinguette, mais on me dit souvent par les vignerons de Tavel, nous faisons le vin rosé le plus puissant de France. Et ils sont très fiers de ça. J'adore Tavel, c'est une appellation magnifique. Mais ce n'est pas le bon discours du tout. Nous faisons le vin rouge le plus léger de France. Là, vous gagnez tout. Parce qu'effectivement, nous, sommeliers, moi, j'ai toujours prescrit Tavel comme le vin rouge le plus léger de France. Je ne l'ai jamais dit aux vignerons. Mais quelle efficacité! Parce que c'est le seul vin rouge que je range dans les vins blancs, dans le frigo à vin blanc, et que je sers froid. Puisque c'est un rosé, entre guillemets, mais le rosé réellement, est-ce que c'est ça que l'on recherche chez Tavel? Non, on recherche plus un vin rouge léger. Allez voir les vignerons de Tavel, vous allez voir, c'est complètement bluffant. On est même sur une génération qui commence à tourner le dos de producteurs de Tavel à ce côté rosé puissant. Montfaucon, là, si vous passez le voir après, il a fait un Tavel 2025, mais c'est un rouge. Il a forcé un peu le trait, il a dit là je vais bousculer un peu. J'ai dit mais est-ce que l'ODG t'a filé là aussi? Il me dit bon, on verra. Mais a priori oui. Mais vous voyez, ça c'est intéressant. Donc cet exemple de Tavel, pour moi, c'est resté longtemps le rosé poussiéreux qui ne se vendait pas parce que on dit c'est le rosé le plus puissant. Qui a envie de boire un rosé puissant? Personne. En revanche, un rouge léger, oui. Devant vous, ici, la dégustation de ces 6 vins. 6 vins qui mettent en valeur le travail de nos vignerons et surtout... Attendez, je vais essayer de voir. Hop. Malheureusement, ça n'a pas enregistré ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On commence par la fin. L'important, c'est qu'on goûte d'abord un premier vin. Les origines, ici, Alexander Crossa, 100% Sauvignon, ici. Pourquoi est-ce qu'il parle aux jeunes? Parce qu'effectivement, ici, on a ce côté spontané du Sauvignon, frais. Je pense que vous l'avez quasiment tous. On va pouvoir goûter ensemble. Vous voyez? Plaisir immédiat, un peu de Thiollet. Parce que ce qu'on va goûter aujourd'hui, c'est le sas numéro 1 pour parler aux jeunes. Après, il y aura le sas numéro 2, qui est le sas d'apprentissage, d'aller chercher des vins de terroir, d'identité, de monter en puissance, de monter en gamme, et ensuite les laisser curieux. Mais le sas 1, c'est les détourner de la bière, des cocktails, des spiritueux, pour aller chercher ça. L'avantage de ce vin, c'est que vous voyez, il y a un nez extrêmement expressif, c'est la vendange 25, et déjà, c'est prêt à boire. Alors lui, il coche les cases parce que, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a le logo bio qui est affiché assez gros sur l'étiquette. Là, c'est pas marqué, mais je crois qu'ils l'ont rajouté depuis.
Et les origines, donc c'est un pays d'oc. Je rappelle que le pays d'oc, c'est l'appellation la plus bue au monde, l'appellation française la plus bue au monde. 2 bouteilles par seconde dans le monde sont bues d'IGP Pays d'oc. C'est impressionnant, hein. Le chiffre, il est fou, hein. Mais bon, c'est le cas. Là, vous voyez, c'est expressif, c'est les vrais codes du Sauvignon. Désaltérant, rafraîchissant, aromatique, net, précis et en bouche. Comme vous le savez, c'est un vin qui a beaucoup de succès parce qu'effectivement, il a ce côté spontané, rafraîchissant, désaltérant. C'est-à-dire qu'un verre, c'est facile, mais 2, mais 3, mais la bouteille. Et c'est ce qui fait sa force. C'est spontané, c'est ouvert, c'est digeste. Vous voyez cette fraîcheur et puis ce tactile, enfin, cette acidité, presque tactile minéral, ça ramène l'envie de mettre une asperge verte, un ceviche, 2 bars. Vous voyez, ça appelle l'assiette tout de suite. On a envie de consommer ce vin. Et là, le verre est fini, mais je regrette presque. Vous voyez, j'aurais aimé en avoir un peu plus. C'est très spontané. Moi, le nez aussi me donne beaucoup de plaisir. J'ai un plaisir immédiat et c'est rafraîchissant. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est digeste. Et donc, le corps l'accepte. Vous savez, quand vous dégustez un vin, il y a 3 capteurs que nous, dégustateurs, on n'a pas, mais que le consommateur, lui, celui qui boit, a. Il y a d'abord un nerf qui se situe au milieu de l'œsophage et qui est relié au cerveau. Il y a un deuxième nerf qui est dans l'estomac, qui est relié au cerveau. Il y en a un troisième qui est dans l'intestin. Vous voyez, je fais bien l'intestin. Qui est aussi connecté au cerveau. Ces 3 nerfs valident ou pas la dégustation. C'est-à-dire que quand vous buvez un verre, parfois vous dites « Waouh, j'ai pas envie ». Soit c'est trop lourd, soit on sent que c'est rempli de soufre à outrance ou trop de produits chimiques, et donc le corps le refuse. Et donc on boit qu'un verre max. Par contre, dès qu'on se resserre, c'est que le corps valide. C'est sain, c'est propre, il n'y a pas de contre-indication. Et ça, c'est un médecin qui m'a appris ça. Œsophage, estomac, intestin, les 3 valident le vin. Et donc, nous, dégustateurs, quand on goûte, on recrache. En fait, il nous manque cette information très importante. On juge ses qualités organoleptiques. Est-ce que c'est en accord avec l'appellation ? Mais il nous manque, est-ce que c'est vraiment digeste ? Est-ce que le corps l'accepte ? Désormais, quand je goûte les vins, j'avale tout systématiquement. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais je devrais. Peut-être qu'on rate quelque chose dans cet exercice-là. Vin numéro 2, alors ça, c'est génial. C'est un coup de cœur ici. C'est un rosé de Pinot Noir du Languedoc. Ça, c'est sublime. Les rosés de Pinot, c'est toujours très dur d'en déguster. On n'en voit pas souvent. Ça, c'est grandiose. C'est l'infusion de Pinot en rosé, version languedocienne. C'est un bonbon anglais, presque, vous voyez, ce côté un peu arlequin. C'est très, très joli. Il y a un petit côté fruits rouges acidulés. Enfin, c'est très évanescent. Mais j'aime ce côté très spontané, très rafraîchissant. Et là, c'est un vin de discussion entre amis, en terrasse le soir. On débriefe de la journée passée. Et ça, ce vin est magnifique parce qu'il aide aussi à être beaucoup plus digeste. Alors, l'étiquette 25 est un petit peu différente. C'est le même domaine, mais Ricardel de Lautrec, mais c'est plutôt celle-là que celle-là. Donc, c'est une lune. Ça, c'est important. Ça, c'est la vraie étiquette, parce que c'était l'ancienne que vous avez. La nouvelle est là. C'est très, très, très bon. Ça, c'est magnifique. Et moi qui suis bourguignon, je peux vous dire que de vanter les mérites d'un pinot qui n'est pas bourguignon, c'est dur pour moi. Non, je plaisante. C'est très très bon. Lionel Boutier. Donc c'est bien Ricardel de Lautrec, mais c'est effectivement dans l'Aude. Et voyez, on va goûter. Vous voyez ? Pas d'alcool perceptible. En bouche, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a que du fruit, que de la fraîcheur, que de l'éclat. Ça, c'est magnifique. Et j'aime ce genre de vin. Très rafraîchissant, très désaltérant, très évanescent. On met à peine 12 degrés, je crois, j'ai cru voir à peine 12, 11,5. C'est magnifique parce qu'on a ce côté très désaltérant. Là, encore une fois, ça l'est. Et ça, j'aime bien cette idée.
Là, je vais un peu m'éloigner de la France. On part en Espagne avec un... C'est écrit sur l'étiquette, hein, glou-glou. C'est des purs grenaches, élevés en inox. Donc le grenache et l'inox, lorsque c'est infusé, ça donne presque un blouge, un vin rouge fait comme un blanc. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est finalement une expression de grenache que j'aime bien parce qu'elle est dynamique, elle est moderne. L'étiquette est très bien faite. On remarquerait une chose. Nous, les Français, nous, les Gaulois, on a en fait un grand piège qui est sur nous. C'est qu'on n'a pas la liberté d'autres pays de faire parfois des étiquettes comme ça. Et c'est notre force et notre faiblesse. Parce qu'effectivement, notre force, c'est d'être garant de la tradition française qui fait que nous sommes toujours, jusqu'à preuve du contraire, un des plus grands pays viticoles du monde, si ce n'est le plus grand, parce qu'on est regardé, et qu'à tout jamais, quoi qu'on fasse, la Romanée Conti, Pétrus, Yquem, Cheval Blanc seront toujours français. Donc ça, c'est un poids historique pour nous, de tradition, mais qui parfois nous enferme. Et parfois, pour être franc avec vous, je suis un peu déçu de nous, de moi, de nous tous, parce que je me dis, les Italiens ont réussi à le faire et pas nous. Qu'est-ce qu'ils font les Italiens? Le spritz. Le Prosecco, il y a 25 ans, autant vous dire, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Le cépage Glera a été planté au maximum pour faire le spritz, l'apérole spritz. Ça a été une des réussites viticoles les plus spectaculaires de l'histoire. Et je peux dire que quand vous êtes vigneron maintenant à Prosecco, je pense que vous êtes sur des générations tranquilles. Sauf que ça coûte 5 € la bouteille. Mais ils ont eu l'intelligence de se dire, on les met en cocktail. Deuxième chose où ils ont frappé fort, deux des appellations les plus prestigieuses du pays, Barolo et Amarone della Valpolicella, ont reçu l'autorisation dans le décret d'appellation de faire du vermouth. Barolo, c'est Barolo Chinato, qui est donc le vermouth de Barolo, et la mention vermouth est ajoutée à la DOCG Amarone della Valpolicella. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on fait du vermouth de Barolo, on s'autorise donc forcément à le mettre dans le Negroni pour premiumiser le Negroni. Tout monte en gamme. Et les ventes de Barolo, aujourd'hui, un quart, entre un cinquième et un quart, c'est le Barolo Chinato. C'est comme si nous, on dit, le Pomerol vermouth de Pomerol existe. Mais ça serait un scandale. Pour autant, est-ce que ça ne serait pas efficace? On premiumise. Je pense que la France n'est pas prête à ça. Mais les Italiens, à 2 reprises, nous ont montré que c'était possible. Certainement parce qu'eux ont aussi un poids historique, mais pas un poids aussi historique que nous, Français, où on est quand même obligé d'être dans la tradition. Mais cette tradition, on le voit, on nous enferme et nous fait perdre la bataille aujourd'hui. Et si on perd la bataille, on creuse notre propre tombe. Il faut absolument qu'on intègre plusieurs choses, et on est entre pros, hein, on en discute, mais ce sont des suggestions. Est-ce que demain, le vin en canette, c'est un gros mot? Je pose la question. Est-ce que un vin, finalement, en cocktail, c'est un gros mot? Je préfère 1000 fois voir 60 hectares de vignes plantées pour faire ça et que ça se consomme que 60 hectares de vignes qui mettent le vigneron pendu, qui ne peut plus s'en sortir et qui donc met les vins à la distillerie. Ça ne marche pas. De la même façon, est-ce que je jette la pierre sur les vins sans alcool? Je pense que comme nous tous, au début, je l'ai jeté. Maintenant, je la jette beaucoup moins parce que je me dis, attendez, French Bloom, ils achètent quand même 16 € le kilo de raisin. C'est énorme dans le Languedoc, hein, à Limoux. C'est énorme. 16 € le litre, pardon. Ils achètent. C'est énorme. Donc, je me dis, OK, le vigneron qui vend à French Bloom est bien content. Et tant mieux. Parce qu'encore une fois, je préfère 1000 fois que ces raisins vivent une seconde vie, certes, dans un sans-alcool, mais au moins que le vigneron soit en vie, en bonne santé. Et aujourd'hui, ils achètent beaucoup. La maison Chavin également, dans le Languedoc, achète beaucoup de raisins. Elle achète aussi le prix fort, hein, du kilo de raisin. Elle achète très cher les raisins. Elle n'est pas en dessous de l'AOP, elle est au prix de l'AOP. Donc j'ai envie de vous dire, réfléchissons avant de jeter la pierre. On peut ne pas être d'accord sur plein de choses, sur la qualité, sur l'émotion que ça procure, ça c'est autre chose. Mais jamais, moi je dirais, c'est d'une honte, il ne faut pas le faire.
Parce que je sais que derrière, il y a une filière qui a besoin de ça aussi. Donc notre position n'est pas si simple que ça. On doit toujours être entre deux. Oui, on protège ce qui était fait auparavant, nos traditions, nos appellations, évidemment. Mais n'oublions pas que ça va mal. Et donc il faut aussi rester un peu à l'écoute, la porte ouverte. Le vin en canette, bon, la France n'a pas trop de recul, à part dans le Beaujolais et un Côte de Provence. Voilà, si demain pour le pique-nique c'est plus pratique, eh ben soit. Mais en effet, c'est pas un sujet facile. Et moi j'ai mis, alors c'est le cas de le dire, hein, de l'eau dans mon vin avec ce sujet où je me suis quand même bien remis en question. Je me dis ok, est-ce que vraiment je dois acheter la pierre à tous ces gens-là? Non, pas du tout, pas du tout. Regardons, on sait que les vins sans alcool, sans les bulles, c'est plus compliqué parce qu'on n'a peut-être pas encore l'émotion. Les bulles sont intéressantes. Et peut-être que demain, on aura des solutions intéressantes. Restons ouverts. Encore une fois, on fait ce métier, nous tous, pour donner de l'émotion à celui qui boit. Vin numéro 3. Ici, cette grenache espagnole, 11 degrés 5. Regardez ce nez. Voilà, on a la technique hein, qui est là, la carbo, on la sent bien. C'est assez intéressant parce que c'est très... vous voyez, ça c'est un vin rouge. Hein. On rend compte? C'est un vin rouge qui est très, très éclatant, très frais, en bouche. Ça, c'est le secret, c'est la bouche. Vous avez saisi hein, là où je voulais en venir. Ce sont ces vins rouges qui n'ont pas de tanin. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas du vin rouge. Encore une fois, c'est la courte échelle que l'on fait à la génération Z pour commencer à comprendre le vin rouge. On met le pied à l'étrier. Avec ça, on se dit, OK, c'est un vin rouge délicat. Après, on passe sur des pinots, on passe sur des cinsault, on verra peut-être tout à l'heure. Et puis, on va aller chercher des cépages beaucoup plus structurés, chez les Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, etc. Mais c'est le pied à l'étrier. On part de tellement loin aujourd'hui que ça, c'est un moyen aussi de consommer du vin. Tenez pas compte de ça, tenez pas compte du numéro. C'est les slides. Désolé, ça n'a pas enregistré ce que j'ai fait, c'est pas grave. Mais effectivement, vous voyez, Cuvinox, bouche fraîche, délicate. Dites-vous une chose en dégustation, c'est que le nez doit vous, comment dire, doit vous conforter dans le fait qu'il n'y ait pas de défaut. Donc passez assez vite sur le nez. On s'extasie un peu, mais pas trop sur le nez, parce que la vérité du vin, c'est dans la bouche. L'équilibre acide, tanin, alcool. Là, on a alcool bas, tanin bas, acidité haute. Donc, profil digeste. Très fin, très frais. C'est ces trois vecteurs-là que vous devez, dans un vin rouge, maîtriser. Je répète, acidité, tanin, alcool. Tout est là. Et si vous mesurez les trois, vous avez le profil. C'est le tactile qui compte beaucoup plus que le nez. Le nez doit vous servir comme information. Oui, il y a du plaisir, point, il n'y a pas de défaut, parfait, on passe. Mais le cœur de bouche et la fin de bouche sont capitaux. Madame, vous avez une question? Oui. Pas encore. Pas encore. Mais tout ça, tout ce que je vois, c'est un souhait, c'est une vision. Et cette vision, on doit la porter, mais il faut bien commencer. Et je pense que là, on commence vraiment à le faire. Et c'est ce que j'essaie de tant avec mal de faire au quotidien, c'est de rendre ce discours beaucoup plus simple. Mais effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la direction du concours du meilleur apprenti de France sommelier depuis l'an dernier, parce que les apprentis sont l'avenir de notre métier. Et donc, dans mon mode d'évaluation, ça c'est entre nous, hein, pour la dégustation des MAF, donc des meilleurs apprentis de France, j'ai mis, donc c'est sur 40, hein, une dégustation générale, j'ai mis 8 points sur l'émotionnel. Est-ce que ce candidat m'a donné de l'émotion? Est-ce qu'il m'a donné envie de boire ce vin? Donc, j'ai lancé un message extrêmement clair au professeur de lycée l'an dernier en disant « Regardez ma fiche de notation.
Moi, s'il me trouve le cépage, c'est 1 point. L'appellation cépage, c'est 1 point sur 40. Mais s'il me donne de l'émotion, c'est 8 points. Qu'est-ce qui est préférable ? C'est les 8 points, on est d'accord. Donc, ils sont en train d'enseigner pour tendre vers cette émotion. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, c'est on the way, ça arrive. Je crois qu'il serait bon de répondre à madame qu'il y a des formations qui existent aujourd'hui, notamment celle de Franck Thomas, qui correspond parfaitement à tout ce que vous nous avez dit au niveau des sensations, des émotions, etc. C'est vrai. Donc, Franck Thomas, collègue sommelier que j'adore, MOF 2000 sommellerie, et qui est effectivement, Franck, un prescripteur de plaisir. C'est vrai. Je n'ai pas pensé à Franck, c'est vrai. Oui, et moi aussi pour ajouter, parce qu'on va avoir le côté des vins qui vont être distribués du coup en CHR chez les sommeliers, etc. Mais il ne faut pas oublier que vous aussi, en tant que vigneron, vous avez un pouvoir de communication. Dans le vin, c'est encore assez peu fréquent. Mais en fait, il n'y a que dans ce secteur d'activité-là que c'est aussi peu fréquent. Tous les autres secteurs d'activité investissent dans les canaux sur lesquels sont les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup de réseaux sociaux. C'est comme ça, faut pas penser que juste ils scrollent. C'est aussi, nous, c'est notre journal télévisé, on s'informe. Et c'est aussi notre téléachat. Parce qu'on va y retrouver des gens qui vont déguster les vins, mais comme des restaurants, qui vont déguster les plats. Ça va nous donner envie d'y aller. Ça va nous permettre de voir des avis. Et ça, vous pouvez le faire. Le déléguer également, parce qu'effectivement, il faut des compétences en communication. Mais ce discours, il peut passer par vous directement. Et comme ça, le consommateur, quand il va arriver devant la carte et qu'il va voir votre vin, il va connaître votre discours. Et ça aussi, ça peut être une clé pour toucher les jeunes qui me paraît pertinente, quoi. Tu as raison, c'est vrai, parce qu'effectivement, la télé, on la regarde de moins en moins, quasiment plus. Donc ce Cinsault, c'est pour moi, comme je vous l'ai dit, le nouveau Pinot Noir du Languedoc. C'est un cépage auquel je crois énormément parce que c'est un faible degré d'alcool. C'est surtout des basses teneurs en alcool naturel. Et ça, c'est un trésor qu'on doit non plus assembler, mais revendiquer en cépage à plus de 85% ou plus de 90%. Ou 100%. Mais j'aime ce cépage. J'aime son aspect digeste qui attire à lui les poissons, les rougets de roche, avec une jolie rouille, mais également des cuisines barbecue en poisson, également des viandes blanches, des veaux, des volailles. C'est tellement délicat que ça respecte quasiment tout. Et ça, le Cinsault, c'est l'éducation, pour moi, primordiale du vin rouge en step numéro 2. On va goûter. Vous voyez ? Même point commun, c'est toujours très frais, très digeste, très réconfortant. Il y a de l'élan, il y a de la finesse. Et encore une fois, il n'y a pas de persistance, mais il y a de l'éclat. Et ça, j'ai appris avec le Japon, le saké japonais, que le plaisir pour les Japonais, vous savez, ce côté umami, n'est pas forcément que dans la persistance, mais l'éclat. Un grand saké japonais, un très grand saké, c'est court. On appelle ça au Japon kiré. C'est éclatant, c'est rafraîchissant. Oui, mais pas le même, c'est pas le même kiré. Mais kiré, c'est court, mais kiré, c'est beau aussi. Tout à fait, c'est beau et c'est court. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est le même mot pour dire beau et court. Mais ce qui est beau, c'est d'avoir cet éclat rafraîchissant. Vous voyez, l'autre jour, il y a quelques minutes, j'ai fait une dégustation chez un vigneron et on a fini par des Cinsault. Et dans les allées du salon, j'étais là, je me dis, mais c'est pas lourd, c'est fou, j'ai la bouche qui est fraîche et disponible. En fait, c'est ça un grand vin. C'est ce qui vous permet de repartir d'une dégustation avec l'esprit frais, léger et rafraîchi. Tout comme des vins qui alourdissent aussi la gastronomie et le moment. Ça, c'est important aussi de garder en tête qu'on a toujours besoin de fraîcheur et d'éclat. Le numéro 5, c'est Masse Conscience que vous avez devant vous, la petite prise. Alors ça, j'ai adoré. Carignan, Grenache et Syrah. Terrasse du Larzac, c'est quand même un domaine qui est assez connu, mais regardez, j'ai pris le contre-pied, 14,5 degrés. Néanmoins, le nez, regardez, est vibrant, c'est superbe. Il y a ce côté un peu garrigue, fruits confits, c'est sublime. J'adore Masse Conscience, qui produit des vins absolument remarquables.
et ils sont toujours dans une espèce de modernité et de tradition. Les deux sont là. Moi, j'aime cet esprit très, très digeste, mais très affirmé comme style. Ça, c'est aussi un vin d'hiver pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a déjà le nom masse conscience, prise de conscience du terroir, mais cet élevage en cuve inox et en béton, c'est rudement intelligent parce qu'on va préserver la fraîcheur et l'éclat. Et regardez ce nez envoûtant, beaucoup plus complexe, plus épicé. Mais une bouche qui rafraîchit, qui balance, qui effectivement appelle l'assiette. Ça, c'est vraiment des vins de terroir, de territoire, l'hiver. Et j'aime cette idée, vous voyez, en fin de bouche, c'est pas si lourd que ça, mais pourtant c'est bien Grenache, Syrah, Carignan. Donc c'est un assemblage assez classique dans le Languedoc. C'est Terrasse du Larzac, c'est 23, donc c'est un peu plus massif, mais la fin de bouche, ça fait plaisir, c'est très très frais. Moi, ça fait partie des vins qui me parlent beaucoup parce que ça raconte l'histoire d'un lieu, d'un territoire, d'une tradition. Néanmoins, sans sentir la poussière, on est sur un vin adapté à notre jeune génération. Et puis enfin, bien sûr, ça c'est extrêmement intéressant, c'est ce fameux Carignan que j'aime beaucoup, à grands pas. Donc tout ça pour vous dire que dans le Languedoc, dans cette région qui est souvent sous-entendue comme étant une région puissante, avec des vins riches, structurés, donc par conséquent, qui pourraient être éloignés de la jeune génération, on a 3 cépages merveilleux. Grenache, Cinsault, Carignan. Et croyez-moi, ces 55 000 hectares de bio en Languedoc, avec ces 3 cépages, peuvent ravir nos jeunes. On peut venir ici en se disant que ça va être compliqué de les convaincre, mais par ces méthodes d'extraction douce, de carbonique, on peut tendre la main, on va tendre la main. Et ça, c'est extrêmement intéressant. À grands pas, pour moi, ça fait partie des vins, vous voyez, concentrés, denses. Donc, ce n'est pas que sur la couleur délicate que ça se joue, c'est sur un nez expressif. Regardez ça. Là, tout de suite, c'est waouh. Il y a un fruit très, très concentré. Ça, je dirais, c'est le moment, c'est barbecue entre amis. Imaginez-vous les viandes qui grillent à côté. Magnifique. Ou alors le soir, entre amis, un débrief d'hiver du mois de décembre ou de janvier entre amis. Ça, c'est très, très beau, vous voyez, parce que pour moi, il y a vraiment un moment de dégustation ici qui est assez fabuleux. Mais c'est marrant parce que plus je vous parle de barbecue, plus je le vois à côté de moi avec ce vin. C'est dramatique. Là, encore une fois, regardez. Élevage, cuve, béton. C'est décidément un contenant assez intéressant. Et en bouche, on goûte ce Carignan, ce jus de Carignan. Tout à l'heure, j'évoquais la fraise écrasée, la framboise, avec mon jeune couple. On y est, dans cet univers. La rétro, il y a de la mâche, il y a du plaisir, c'est suave. C'est pas comment dire, sec, c'est suave, c'est enrobant, c'est caressant, c'est cocooning. La bouche est voluptueuse, elle appelle l'assiette. Ça, pour moi, c'est un vin qui parle aux jeunes. Parce que c'est l'âme et l'image du Carignan. Et avec ce vin, on progresse à grands pas vers la jeune génération, n'est-ce pas? Mais c'est 2025, c'est tout jeune. Donc vous voyez qu'on peut vinifier un Carignan parfaitement et que 6 mois après, il est prêt à boire. C'est 25 comme millésime. C'est complètement fou. Mais pour moi, tout est là. La spontanéité, la mâche, l'aspect réconfortant. Ça appelle l'hiver aussi, sur des vins assez concentrés. Mais ça appelle aussi la grillade. Vraiment, je suis emballé par ce grand Carignan. Donc vous voyez, l'avenir est radieux, l'avenir est positif. Et gardez une chose en tête, c'est que jamais la France et les vignerons français n'ont fait d'aussi grands vins que maintenant, parce qu'on a la technique qui est au sommet de son art, on a des vignerons de plus en plus pointus en viticulture, en œnologie, et on a des cépages encore anciens qui nous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc on est au sommet de la vague. Il y a 20 ans, c'était moins bien. Il y a 30 ans, encore moins. Là, on a tout ce qu'il faut techniquement pour être les meilleurs au monde en ce moment.
Et je pense que ça commence maintenant. C'est-à-dire que tout est bon, en fait. Il n'y a pas un stand aujourd'hui où les vins ne sont pas bons. On ne peut pas dire ça. Tout le monde fait des très beaux vins. Donc en ça, je suis extrêmement positif. C'est qu'on a à prescrire chacun des domaines avec sérénité. Il n'y a plus d'accidents œnologiques comme on l'a vu par le passé. Et donc, je conclurai là-dessus. Soyons sereins, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a beaucoup à faire. C'est vraiment les deux côte à côte. On va les convaincre avec des vins comme ça, ce style, vous voyez, aussi très digeste, rafraîchissant. Une communication qui tourne aussi vers les jeunes. On ne sortira pas d'ici avec toutes les solutions, mais en tout cas avec quelques solutions, et de les mettre en place dans chacun des domaines. Et puis nous aussi, professionnels, de prescrire, d'aller visiter les domaines, de ne pas acheter des vins sur catalogue, d'aller les voir. C'est extrêmement important. C'était longtemps, enfin c'est toujours, hein, mon code, c'est que je ne vends dans mes magasins, dans mes cartes de vin ou autres, que des vignerons que j'ai visités, que j'ai rencontrés. Comment je peux acheter sur catalogue ? Parce que c'est connu. Vous voyez ? Donc il y a plein de domaines prestigieux que je n'ai pas à la carte parce que je ne les connais pas. Et ça ne me dérange pas. Mais tu n'as pas tel domaine, mais comment ça se fait ? Parce que je ne les connais pas. Pas parce que j'ai envie que ce soit ma carte une bibliothèque, rien, ce que j'ai à la carte, je le mets cher en plus pour ne pas le vendre. Enfin, j'entends des choses parfois irréelles. Mais au final, ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'une cave très belle, c'est une cave vide. Et il faut sans arrêt racheter. Le vigneron va préférer que vous rachetiez 2-3 fois chez lui plutôt que de mettre les vins très chers sur carte et que ça ne bouge pas, juste pour montrer que vous avez ça. Ça, c'est ridicule. Donc, on part aussi dans cette subtilité-là de se dire, vendons moins cher, de plus en plus, parce que aussi, et attention, hein, la faute à nous, restaurateurs, on a vendu trop cher. La question que je vous pose, c'est est-ce que si une bouteille de vin sur carte est à 17 €, 18 €, vous invitez un copain le midi, une copine, vous vous dites, on prend la bouteille, même si on ne finira pas la bouteille, c'est pas grave. À 18 €, 17 €, on fait une affaire. Enfin, c'est pas très cher. Et surtout, on a le symbole de la bouteille sur table. Or, dans les restaurants, moins c'est cher, plus le coefficient est grand. Mais on se trompe. Parce qu'au final, on met la bouteille à 35, elle a coûté 5, on fait x6. 35, ça paraît pas cher. Mais si vous faites x3, ça fait 15 €. Et là, vous en vendez. Donc, je préfère vendre 10 fois une bouteille 15 € que 3 fois 30 €. C'est tout. Après, à nous maintenant de mettre en place ça. Le ratio que le comptable nous explique, c'est bien, mais ce qui est important, c'est en bas du tableau Excel tous les mois. Combien de chiffre d'affaires je fais ? Et sur ce chiffre d'affaires, forcément, j'ai de la marge. Quoi qu'il en soit, je ne perds pas d'argent, je fais que du plus. Est-ce que je peux faire du plus avec un ratio à 50, qui n'est pas très bon, ou faire quasiment pas de chiffre, mais un excellent ratio ? Moi, mon ratio très bon, j'en ai pas grand-chose à faire. Chez Grappille, la bouteille de vin, c'est fois 1,9, 2,1. Et là, j'en vends, hein, je peux vous dire. Le verre de Grange de Père à 30 €, je pense que personne ne peut me concurrencer. Mais j'en vends. Et l'agent à Paris est très content. J'achète 6 par 6 pour respecter la règle de ces grands domaines. Mais je fais des réassorts sans mais ils vous ont fait quoi ? Je dis, je les vends pas cher. Ah oui, effectivement, c'est pas cher. Mais ça vous fait au total 180 € la bouteille sur table de Grange des Pères, moins de 200 €. Ça n'existe pas. Moi, je vois des choses à 500. Je vois au décès de M. Reynaud, les prix ont augmenté. J'ai vu des réals à 1000 € sur carte. Ça coûte 98 € au domaine. Enfin, c'est une honte. Donc, effectivement, à nous de remettre l'épée sur terre. Parce que peut-être que si les vignerons vendent moins de vin, c'est peut-être aussi de notre faute. Parce qu'on vend les vins trop chers. À méditer. Pour les restaurants, les cavistes, on reste toujours à des prix de 1,8, 1,9, 2, tout dépend de la ville. Mais il faut se poser des questions et ne pas bouger ses marges en fonction du prix d'achat. La règle de l'époque, c'était pas cher, grosse marge, très cher, peu de marge. Ça, c'est du passé. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est un vieux mode de gestion qui a été très bon, mais qui ne marche plus aujourd'hui. Parce que là, on bute. Je ne comprends pas, je vends moins de vin. Regarde tes prix de vente. Et ça aussi, c'est important. Donc, réfléchissons tous ensemble, avançons et cassons ces codes aussi de prix de vin dans les magasins, dans les caves trop chers qui nous coupent de notre clientèle. Merci beaucoup.